à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la dernière minute, toujours en compagnie de ma fidèle acolyte Ninon. Ça va Ninon ? Oui, bonjour. Comme pour chaque épisode, on reçoit un invité. Aujourd'hui, c'est Justine. Ça va Justine ? Eh bien, ça va très bien, je suis ravie d'être ici. On est ravis de t'accueillir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais ? D'où je viens Alors moi, je suis une collègue de Ninon. Je suis développeuse web dans l'entreprise où on travaille. Et que dire ? Je suis pas une grande consommatrice de films. J'ai appris le mot, c'est cinéphile. Bravo. Je ne suis pas une grande cinéphile, même si j'ai quand même vu des films dans ma vie. Donc j'espère que vous serez un peu indulgents avec moi. Faut savoir que quand je suis arrivée dans l'entreprise où je travaille avec Ninon, où il y a plein de cinéphiles, la première chose que j'ai dit quand ils m'ont demandé si j'aimais le cinéma, c'est que je regardais pas de films parce que j'avais l'impression de perdre ma vie quand je regardais un film. Aïe, Valentin. Mais depuis, le temps a passé et bon, je dis pas que je dois regarder 3 ou 4 films par an. Comme elle se justifie, elle rentre dans les détails. Mais c'est cool, je suis contente d'être là et du coup, ça m'a fait plaisir de regarder un film pour participer à ce podcast. Du coup, plus que 3 ou 4 films par an, plus que 3 films à voir cette année alors. Ouais, attends, j'en ai déjà vu, je crois. Cette année, je suis allée au cinéma. Ça va me revenir à un moment donné. On va pas réfléchir 1000 ans sur ce que j'ai vu, mais si, je suis allée voir un film dont on a parlé ensemble avec 2 enfants. Le film Valentin que tu as absolument beaucoup aimé au cinéma, dans ton Close. top. De Lucas Close, Don. tout Ouais, à fait. voilà. Je suis allée voir Close. J'ai pleuré. Voilà, moi aussi, évidemment, j'ai pleuré. Voilà, c'est le premier film que j'ai vu cette année. Et donc C'était en 2022. Ah mince. Ouais, mais c'était fin 2022. Ça ne compte pas. Ah, flûte, je n'ai pas vu de film cette année. Et ben voilà. Du coup, premier film, c'est... je le dis pas encore. Vous allez voir. En tout cas, très heureux de t'accueillir. Alors, du coup, à la fin de l'épisode d'avant sur Billy Elliot, on a eu notre dernière minute. Et Ninon, est-ce que tu peux du coup nous la décrire pour les gens qui n'auraient pas trouvé le film ? Donc, je vais vous parler d'un véhicule sur un parking poussé par plusieurs personnes. Le véhicule, c'est évidemment. Vous me répondez à l'unisson. Un van jaune ? Oui, le magnifique... Volkswagen. Exactement. Un combi. Mais bravo. Un combi Volkswagen. J'avais plus Le les magnifique combi jaune de Little Miss Sunshine, bien sûr, qui a besoin d'être poussé parce qu'il doit démarrer avec de l'élan. Fiabilité allemande. L'homme qui a l'air fatigué, c'est le père de famille, Richard. La petite fille avec les longs cheveux détachés et le mini-short rouge, c'est le personnage de Olive Hoover, notre mini-miss préférée, en tout cas la mienne. Si c'est pas la vôtre, posez-vous des questions, parce qu'elle est trop cool, she's kicking ass. Et la femme dont je vous parlais, c'était la très forte Toni Collette, qui joue la mère de famille, évidemment. L'homme dont je parle ensuite, c'est l'inégalable Steve Carell, qui joue l'oncle. Et l'adolescent en question, c'est le superbe Paul Dano, qui joue le grand frère. Quel casting quand même, ce film, en vrai, de vrai. C'est quand même un petit peu un truc de ouf, là, les 3 noms énoncés. On reviendra dessus tout à l'heure, mais c'est un gros casting pour l'époque. Carrément. Et donc le parking sur lequel ils se trouvent, c'est tout simplement parce qu'ils sortent du concours de Little Miss Sunshine. Et la dame qui a l'air rigide dans sa voiture, c'est l'abjecte, j'ai utilisé ce mot, l'abjecte organisatrice du concours de beauté. Et le dernier plan, c'est donc le combi lancé sur l'autoroute avec le klaxon en freestyle. Donc pour ceux qui n'avaient pas trouvé ou pas compris, on parlait de Little Miss Sunshine. C'est un film qui est sorti en 2006, qui est réalisé par Valérie Faris et Jonathan Dayton. Donc c'est l'histoire de la famille Hoover. Il y a le père Richard qui tente désespérément de vendre son parcours vers le succès en 9 étapes. C'est vraiment les méthodes américaines pour être mieux dans sa vie, mais qui ne sont pas forcément mieux dans sa vie. Ensuite, on a la mère Cheryl qui, elle, tente de dissimuler les travers de son frère. Donc, son frère qui est un grand spécialiste de Proust, le numéro 1 aux États-Unis, sauf qu'il est suicidaire. Il sort de l'hôpital après avoir été congédié par son amant. On a les enfants Hoover qui ont des rêves aussi improbables. La fille, donc Olive, dont tu nous as parlé, Ninon, qui, elle, rêve de devenir une reine de beauté. Et son frère Dwayne, donc, qui est joué par Paul Dano, qui a fait vœu de silence le temps qu'il rentre dans l'armée pour devenir pilote. Qu'est-ce qui se passe dans le film ? Donc Olive, elle décroche une invitation pour aller à un concours très très sélectif qui s'appelle Little Miss Sunshine en Californie. Et du coup, toute la famille décide de partir dans ce fameux break Volkswagen jaune pourri. Oh, mais tellement joli. Joli, mais pourri. Un peu pourri. Moi, ça m'a donné envie de partir en vacances. Juste le van, ça me donne envie de partir en vacances à chaque fois que je le vois. Avec un van de
de meilleure Facture. facture. Ouais, c'est possible, mais après, bon, c'est... Après, on poussera s'il faut. Ouais, on poussera, c'est allez. Roots, hein. On part avec toi alors. Grave. Avec plaisir, venez. Ben, c'est un film que j'avais déjà vu, comme c'est sorti en 2006. Je l'ai pas vu à la sortie, parce que j'avais 11 ans, donc j'ai dû le voir après en DVD chez mes parents. Et vous, quel est votre rapport à ce film, Ninon? Moi, je l'ai vu à la fac parce que je devais faire un exposé dessus. J'avais un cours sur le road movie en fait, et donc du coup voilà, on avait un oral à faire à la fin du semestre, et du coup j'étais avec 2 personnes qui le connaissaient, et une fille a proposé de prendre ce film. J'ai dit ok, allez-y, je connais pas, je regarderai. Et du coup je l'ai vu avec les moyens du bord à l'époque sur mon vieil écran d'ordi pourri aussi en fait, genre vraiment les conditions un peu nulles, et j'ai kiffé. Genre, il m'a attrapé tout de suite. Et l'exposé fut un fiasco. Gros fiasco ou fiasco? Gros fiasco, c'est-à-dire que c'est mon top 3 des plus gros traumas de ma vie, de mon parcours scolaire. Ok, donc on part Très sur difficile. un épisode thérapeutique alors. Ouais, une rédemption. Oui, vraiment. Mais c'est un film que t'aimes bien, je crois. Je l'adore, et je pense que... J'en ai reparlé avec une amie aujourd'hui, et je pense qu'il est dans mon top 5 de mes films préférés, peut-être au final. Vraiment, plus je le revois, plus il m'attrape, quoi. Ok, donc film thérapeutique avec des mauvais Et souvenirs. traumatisant également, du coup. Dis-nous tout, Justine. Et moi, alors ce film, je l'avais déjà vu quand même, et je pense que je l'avais vu pas longtemps après sa sortie. Alors je suis un petit peu plus vieille que vous, donc moi j'étais un petit peu plus vieille. Je pense que je l'ai vu au lycée, donc je devais avoir 17 ans, un truc comme ça. Et en fait, quand Ninon m'a dit on va parler de ce film, est-ce que tu l'as vu, hein, je me suis dit oui, je l'ai vu. Je me souviens de quoi il parle. Je me souviens que j'avais pas aimé, voilà. Et le petit souvenir que j'avais de ce film, c'était que c'était un film qu'il fallait avoir aimé. C'est-à-dire que je me souvenais pas m'être dit « Ah, elle est trop bien !» Mais je me souviens Ouais, c'était ça, il fallait l'avoir aimé. C'était genre, si t'aimais le cinéma et que t'étais un peu cool, fallait avoir aimé ce film. Ce qui fait que quand je l'ai revu hier... Tu l'as pas aimé. Si. Si. Mais avant de le regarder, je me suis dit « Ah là là, je suis sûre je vais pas l'aimer, je vais passer à côté du truc et tout. » Et en vrai, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé, et je pense que à l'époque, j'étais passée complètement à côté. Non, mais il y a aussi le phénomène quand même, parce que je pense que t'en parleras, Val, et tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, mais je crois qu'il a quand même eu un bon accueil critique et public, il me semble. Ouais. Et du coup, t'as aussi il a été quand même primé dans pas mal de festivals indépendants et tout. Enfin, du coup, t'as un peu ce truc, oui, de pression sociale, que t'as pas le droit de pas l'aimer parce qu'il est surrécompensé, parce que voilà. Donc t'as un peu ce phénomène-là qui se joue. Donc en vrai, je comprends un peu. Ouais, ce que je voulais dire, c'était dans le sens, il y a des films comme ça qu'on n'a pas le droit de pas aimer. Et donc, par exemple, Fight Club, t'as pas le droit de pas l'avoir aimé. Ou, et je pensais à des films de Tarantino. Ouais. Mais alors moi, je pense à Pulp Fiction, on n'a pas le droit de pas aimer Pulp Fiction. Et en vrai, moi, Pulp Fiction, c'est pas celui que j'ai le plus aimé de Tarantino. Ce serait plus Reservoir Dogs. Bah, je suis 100% d'accord. Mais voilà, il y a un peu des films un peu comme ça qu'on n'a pas le droit de déloger de leur petit piédestal. Et en vrai, là, pour Little Miss Sunshine, force est de constater que, en fait, j'ai vachement aimé. Bah ouais, c'est un peu mérité. Ça méritait. Donc le film, il est réalisé par Jonathan Dayton et Valérie Faris. C'est tous les deux des réalisateurs. C'est leur premier film. En fait, avant, eux, ils viennent de la musique. Ils ont réalisé des clips. Des clips pour les Red Hot, par exemple. Voilà, ça met la barre assez haute. Pour R.E.M. ou The Offspring, des gros groupes. Donc c'est le premier film qu'ils réalisent. Jonathan Dayton et Valérie Faris, ils sont mari et femme dans la vie. Donc Jonathan Dayton, il a reçu le César du meilleur film étranger en 2007 pour Little Miss Sunshine et le Grand Prix au Festival de Deauville en 2006. C'est les plus hautes récompenses qu'ils ont eues. Sinon, ils ont été récompensés dans plein d'autres festivals, mais qui sont un peu plus petits. Et pour pas tous les citer, j'ai cité que les plus gros. Sa femme, Valérie Faris, elle a eu donc aussi le César du meilleur film étranger en 2007. Donc ils ont fait d'autres films ensemble. En 2012, ils ont fait Ruby Sparks. En français, elle s'appelle Ruby. C'est un film que je n'ai pas vu. Moi non Je sais pas plus. si Moi non plus. Ça me dit rien du tout. Et en 2017, ils ont fait Battle of the Sex. Oh, ça, c'était bien. Ça, c'était sympa. Je l'ai pas vu non plus. Ok, avec Emma Stone. C'est ça, avec Emma Stone. Si, Battle of the Sex, c'est sur la tennis... on dit tennis woman ? Ouais.
Ouais. Et bien sur la Tenniswoman, c'est sur des faits réels. Et Justine, je te le conseille parce que c'est un film assez féministe puisque c'était donc une joueuse de tennis qui avait pas mal la fame à l'époque. Je crois qu'on parle des années 70, il me semble. Je veux pas dire de bêtises. Et en fait, elle se faisait complètement décrédibiliser par un très grand joueur de tennis à l'époque. Je suis nulle en joueur de tennis, je ne sais pas les noms. Et en fait, elle l'a défié, elle a dit ok, mais si tu penses que tu gagneras tout le temps, vas-y, viens, on joue. Viens, on joue et on s'en fout oublie que je suis une femme. Viens juste, on joue. Ok. Et voilà. Et elle gagne? Bah, ça, je peux pas te le dire, Justine. Bon, après, c'est l'histoire avec un grand H. Mais enfin, je le dis pas. Mais le film est vraiment trop est chouette. Ok, donc un film à voir, réalisé par eux. Ouais. Ça roule. Eh ben, je savais pas. Je suis très content de le connaître, donc j'irai voir ça. Le scénario, il est écrit par Michael Arndt. Est-ce que vous connaissez cet homme? Je crois pas. Non. Donc déjà, il a eu Oscar du meilleur scénario original pour Little Miss Sunshine. Ensuite, il a aussi écrit le scénario de Toy Story 3, de Oblivion, de Hunger Games 2, de Star Wars 8, de Greatest Showman, etc., etc. Ah oui, quand même. On est sur du lourd, Ouais. a priori. Ah ouais, punaise, ok. C'est fou comme on connaît pas les noms Ben oui, en fait. des gens en fait qui participent à la création d'un film, de films qu'en fait que tout le monde connaît, mais que on connaît que les réalisateurs, quoi. Et encore, en général, on connaît les comédiens. Après, quand t'es un peu mordu de ciné, tu connais les réals. Et après, quand t'es très mordu de ciné, tu commences à connaître les scénaristes. Mais ouais, c'est le jeu du cinéma, ça. Ouais, faut creuser, c'est les gens de l'ombre. Hein. C'est comme les techniciens, ça se trouve dans ce film. Il y en a qui ont bossé sur des Star Wars, des Seigneurs des Anneaux, et au final. C'est clair, ouais. On devrait faire un podcast sur les techniciens de cinéma. Ça existe. Allez voir nos collègues. Alors, du coup, au niveau du casting, eh ben, en 2006, alors aujourd'hui, en 2023, c'est un gros casting, mais en fait, en 2006, c'est pas si ouf que ça. C'est des gens qui sont moins connus que maintenant. Donc, la mère, c'est Toni Collette. Bon, à l'époque, elle a quand même joué dans Sixième Sens. Elle a joué aussi dans Hérédité, film d'horreur. Avant 2006. Non, Hérédité. après. Ah oui, après, oui. Après. Oui. Et dans Little Miss Sunshine, c'est vraiment les films que j'ai notés qui m'ont marqué. Toni Collette, elle a été nommée aux Oscars aussi, mais pour Sixième Sens. Donc ça fait partie de son palmarès. On a aussi Paul Dano, le frère. Donc pareil, Paul Dano, à l'époque, c'est un gamin. Il n'est pas très connu. Et bah, maintenant, c'est une superstar. Il a joué dans le dernier Batman, par exemple. Dans le dernier Spielberg, Fablesman. Il a joué dans plein d'autres films. Il était dans Okja. Ouais. Aussi. Et je trouve que c'est un acteur que maintenant on remarque, mais qu'il y a 5 ans on remarquait moins. Ben, moi, je me souviens qu'on a commencé un peu à en parler, moi je dirais en même temps que Okja, justement. Je crois que c'est un peu là qu'il venait vraiment un peu plus sur le devant de la scène. Et j'ai lu aussi donc il joue un ado, et en fait ils avaient que 12 ans d'écart, je crois, avec Toni Collette. Donc il avait quel âge? Je peux pas faire le calcul. En vrai, je sais pas, mais en fait, dans le film, ils sont. Elle, c'est sa mère, lui, c'est son fils. Ouais, bien sûr. Mais vraiment, t'as pas l'impression qu'ils ont que 12 ans d'écart. Ah bah, c'est sûr, carrément. Ça marche bien. Ouais. Mm-mm. Et c'est ce que je disais, on m'a dit ça, tu prends Paul Dano et tu lui mets la même coupe de cheveux que dans le film, il a pas changé de tête. Ouais. Il a toujours la même tête, Paul Dano, en fait. Et pourtant, il a vieilli un peu. Est-ce que ce serait pas bizarre? Il a un visage particulier en plus de base, donc je pense que ça fait partie des comédiens, tu sais, que tu peux un peu projeter ce que tu veux dessus, parce qu'ils ont déjà, de toute façon, une gueule déjà. Donc, Quand j'ai revu le film, là, pour préparer l'émission, j'ai réalisé que c'était Paul Dano dans le film. Pour moi, à l'époque, je le connaissais pas. Et puis, je l'ai découvert au fur et à mesure du temps, comme tout le monde. Et quand j'ai revu le film, je me suis dit, ah, mais oui, c'est Paul Dano. Alors qu'à l'époque, je ne savais pas qui c'était, Paul Dano. Oui. C'était un inconnu pour moi. Oui. Tout le casting, c'était des inconnus. Sauf Steve Carell, mais j'y reviendrai après. Moi, il n'y avait que Toni Collette que je connaissais déjà. Oui, aussi, pour Sixième Sens. Dans les autres acteurs, il y a Abigail Breslin, donc c'est la petite Olive. Elle a commencé sa carrière assez jeune parce que c'est la petite fille dans Signe avec Mel Gibson. Et elle joue aussi dans Bienvenue à Zombieland. Ah, ok. Après, elle a une petite carrière dans le sens où elle a fait que des petits films, mais elle est très productive. Elle joue dans beaucoup de films. Ensuite, on a Alan Arkin, c'est le grand-père. Pareil, lui, il n'a pas fait de grands films notables, à part qu'il joue Bill dans Édouard Romain d'Argent. Et je me souvenais pas de qui est Bill dans Édouard Romain d'Argent. Je vais peut-être dire une grosse bêtise. Ah, le créateur? Non? Non, c'est pas le mari d'une des grognasses du village? Eh ben, peut-être.
Je revois Édouard Romain d'Argent, du coup, Ah ouais. en faisant plus attention à ça. Il joue aussi dans Argo et il a eu l'Oscar du meilleur second rôle pour Little Miss Sunshine. Ah ouais. Ce qui, moi, me pose souci, parce que je trouve pas sa prestation si ouf que ça comparé à Paul Dano, par exemple. Hmm. Oui, c'est vrai. Je trouve que Paul Dano aurait plus mérité. Après, bon, c'est peut-être dans le sens où c'est pour toute sa carrière, des choses comme ça. Ouais, Souvent, ils peut-être. font ça, Oui. les Oscars. Il y a un qui peu te les donnent. d'honneur Ouais. aussi dans le truc. Enfin, voilà. Et le dernier grand acteur de ce film, c'est l'oncle, qui est Steve Carell. Wouhou. En 2006, quand il signe le contrat, personne ne le connaît. Donc il signe pour tourner dans le film. Et au moment où il tourne le film, il venait de finir 40 ans toujours puceau. Et il tournait en même temps dans The Office. Quand le film sort, c'est une superstar. Donc il signe, personne ne sait qui c'est. Le film sort, c'est une superstar, c'est la star du film. Mais ça, Ah c'est ouais. génial pour le film, du coup, parce que ils l'ont payé moins cher qu'ils auraient dû le payer après The Office, tu vois. Et moi, je trouve ça Ah ouf. ouais, Je ouais, trouve c'est ça incroyable. ouf, et ça, enfin, je sais pas si ça se ressent, mais moi, j'ai ressenti un peu dans le film où il joue pas comme dans The Office et que dans 40 ans toujours puceau. Est-ce que c'est le fait que, à ce moment-là, il est pas connu, ou est-ce que c'est ce qu'on lui a demandé? Moi, je pense que c'est son personnage. Il a un personnage assez grave, entre guillemets, enfin, tu vois. Non, moi, je pense que Steve Carell, il est juste trop fort et que... c'est hyper objectif comme phrase. Non, mais vraiment, il est très fort et tu peux le voir dans des rôles différents. Enfin, vraiment, moi, je m'étais déjà fait la réflexion avec The Office, mais quand tu le vois Michael Scott, jamais autrement, quand tu regardes Steve Carell, tu vois Michael Scott que quand il est en Michael Scott. Je sais pas si je suis claire. Mais par exemple, Jim Carrey, qui est très très bon et tout, parfois sur les plateaux et tout, tu peux voir un peu du Bruce Tout-Puissant, un peu, tu vois, un peu de tous ses rôles. Je trouve que Steve Carell, Michael Fox, il existe que dans The Office, tu vois ce que je veux dire? Moi, je le trouve très fort. Ouais, je comprends. Moi, j'avais ce truc de... Je le voyais tout le temps en Michael dans The Office. Parce que du coup, j'ai vu The Office avant d'autres films qu'il a fait. Et là, pas du tout. C'est pour ça que du coup, ça m'a cassé cette image de lui que j'avais quand je l'ai revu là. Et toi, je sais pas si t'as vu The Alors, Office, moi, en plus de pas regarder beaucoup de films, pour le coup, je regarde pas de séries. Donc, j'ai pas vu The T'as Office. vu les millions de gifs, peut-être Oui, par qui contre, je vois sortent tout à de fait. The Je vois tout à Office. fait le personnage, complètement. Mais du coup, c'est cool parce que toi, t'as pas la vision hyper comique Ah oui, du oui, gars. complètement pas. Et, Moi, du coup, pour moi, même si sa tête me disait quand même quelque chose, ouais. mais en fait, j'arrivais hyper neutre par rapport à lui, quoi, complètement. Et il t'a pas fait rire. Il est pas très marrant dans le film. Il m'a pas fait rire, il m'a fait sourire quand même à des moments. Alors, est-ce que c'était de... Parce qu'il est touchant. Ouais, ouais. 2 ans après Little Miss Sunshine, il y a une énorme série qui sort qui s'appelle Breaking Bad avec Bryan Cranston et Dean Norris qui jouent tous les deux dans le film, qui ne se connaissaient pas, qui ne se sont pas croisés sur le tournage et qui vont se croiser 2 ans plus tard. Ça m'a fait un peu sourire dans le sens où maintenant c'est des superstars et que les gars jouent... Bryan Cranston était déjà très connu à l'époque grâce à Malcolm et les gars ont joué dans le même film sans se croiser alors qu'après ils vont être pendant 5 saisons dans une énorme série. Ça m'a fait sourire. Et puis Voilà. avec des personnages Némésis, quoi, vraiment dans Breaking Bad. Donc, du coup, Bryan Cranston, il joue Stan, c'est l'éditeur qui veut pas éditer le livre du père. Et Dean Norris, il joue un policier déjà. C'est le policier qui arrête là où il y a les magazines porno qui le sauvent, entre guillemets. Et il joue déjà un policier comme dans Breaking Bad. Ouais, il doit avoir une tête de flic ricain. Je crois qu'il joue souvent des policiers dans des séries américaines, des choses comme ça. Oui, oui. Mais il a un peu la même tête que Brad Bellick dans Prison Break. C'est vrai, on pourrait les C'est confondre. le même Ouais. type de... Voilà, ça doit être la tête de la justice. Pas très justice. Alors, du coup. ouais. En fait, non. La tête de la non-justice Parce que américaine. même dans Little Miss Sunshine, en termes Non. de policier, on n'est pas sur C'est pas du le haut top du top panier. level quand même. Donc ça, c'est le casting du film qui, du coup, pour nous, comme j'ai dit tout à l'heure, est aujourd'hui, je vais employer le terme légendaire, mais qui à l'époque est pas ouf. C'est des acteurs comme ça. Il y en a, ils ont fait des gros rôles. Il y en a d'autres, on les connaît pas. Il y a Steve Carell. Voilà, ça fera vendre le film. Du coup, bon directeur de casting, Ouais, a priori. oui, je pense qu'on Super peut dire casting, ça, ouais. en fait. Super casting au final. Ouais. Super casting. C'est l'heure de la chronique que tout le monde attend. Oh là là, jingle. C'est la chronique de Ninon. Alors, moi j'ai donné un petit nom une fois n'est pas coutume à ma chronique qui s'appelle Le road trip de la loose. C'est très très bien choisi.
Vous ne voyez pas, mais mes compères acquiescent. Donc déjà, moi, il n'y a pas beaucoup de mots que je déteste, mais je déteste le mot loser. Par contre, j'adore les road trips et par extension les road movies. Et du coup, je me suis dit que c'était 2 raisons suffisantes pour vous parler du road trip de la loose. Quel était le Miss Sunshine? Donc on va commencer avec le mot le moins pénible des deux, le road movie. Le road movie, c'est un genre qui prend racine dans le cinéma nord-américain, évidemment. Moi, j'aime bien le voir comme un descendant du western. Je trouve qu'il y a pas mal de similitudes. Donc, on a évidemment cette culture du road trip aux US parce que déjà, ils ont un très grand pays qui est très long à traverser. C'est bête, mais du coup, en fait, je pense que ça donnait plein de matière de réflexion aux artistes en tout genre. Ça se ressent donc beaucoup dans leur culture. On a du road trip dans la littérature aussi, avec le fameux Sur la route de Kerouac, pour vraiment citer que lui. Mais évidemment, on a aussi, au niveau social, on a aussi le mouvement hippie quand même, qui se voulait très, très nomade et mobile aussi. En combi Volkswagen. En Les combi hippies, quand même. Volkswagen, bien sûr, évidemment. Et donc, le cinéma, évidemment, ne fait pas entorse à la règle. Faut pas oublier aussi que c'est dans les années 20 que l'automobile comme moyen de locomotion privée devient un phénomène de masse. Puis s'ensuit l'industrialisation automobile et la voiture devient un peu un symbole américain de la liberté. Et donc, c'est dans ce contexte que le road trip va devenir visible au cinéma pour devenir un vrai sous-genre cinématographique qu'est le road movie. Et c'est un genre qui est quand même intéressant parce qu'il vient remettre en perspective le temps et l'espace. Et c'est déjà quand même 2 notions avec lesquelles le cinéma traite directement. C'est donc un film qui voyage et vient avec le voyage le changement et vient avec le changement l'évolution. Et donc c'est un type de film où le road trip est souvent un rite initiatique ou du moins un moyen de mise en scène pour faire traverser différents états à ces personnages. C'est un petit peu un prétexte scénaristique à la rencontre aussi, à l'inconnu. Alors Little Miss Sunshine y coche plusieurs cases du road movie. C'est quand même l'histoire de personnes qui se lancent sur les routes américaines, traversant des espèces de déserts arides aussi. Ils partent donc du Nouveau-Mexique pour la Californie, donc c'est des paysages aussi typiques. C'est un petit road trip quand même pour les États-Unis. Ouais, bien sûr, à l'échelle du pays qui est immense, oui. Mais du coup, ils traversent quand même ces paysages bien western, bien USA, quoi. Alors, c'est peut-être le fait qu'on suive une famille qui nous enlève un peu le truc à la Thelma et Louise des road trips, souvent un peu sauvages et tout. Là, c'est une famille, donc c'est peut-être un peu plus cadré, un peu moins fougueux, encore que. Et c'est vrai qu'on nous offre que très peu de paysages. Les road movies nous habituent quand même à des grands panoramas grandioses, des grands espaces américains, encore une fois. Là, on en aperçoit quelques-uns et surtout on les devine à travers les fenêtres du van sur les bords de l'autoroute. C'est les seules choses qui font peut-être qu'on a moins l'impression d'être dans un gros road movie pur et dur. Par contre, on peut voir que scénaristiquement, le road movie sert à faire évoluer la famille par les étapes qu'elle va traverser. Et surtout, on retrouve les lieux typiques des road movies. Rapidement, d'après vous, les lieux typiques des road movies. Station essence. Ah, ils sont forts. Ouais, par exemple. En vrai, il y en a pas mal. Enfin, tout ce qui est relié à la route, quoi. Les motels. Évidemment, Ouais, le bien joué. motel, bien sûr que oui. Les diners Oui. aussi, parce qu'il faut bien manger. Bah, c'est un peu dans les mêmes endroits que les stations service. Ouais, mais je trouve que c'est quand même 2 esthétiques un peu séparées. C'est le Ouais. truc de s'asseoir, prendre le café au diner et l'essence quand ils vont pisser et tout. Donc, dans Little Miss Sunshine, on retrouve en effet quand même certains lieux typiques du road movie. On a le diner où la petite Olive se fait sermonner par son père sur le choix de sa crème glacée. On a le motel, on a l'arrêt en urgence au bord de l'autoroute. C'est un truc aussi scénaristiquement qu'on retrouve pas mal dans les films. On a aussi l'arrêt par les flics. Sur le bord de la route, donc avec le fameux Dean Norris, la station-service évidemment, et donc surtout chaque arrêt de la famille et du minivan va marquer une étape d'évolution pour eux et où les choses vont changer après ça. Donc au diner, c'est la première fois par exemple qu'on voit la possible solidarité de la famille avec l'action de la glace. Après, le deuxième arrêt, c'est un peu la solidarité de la famille forcée, parce qu'en fait, il faut pousser le van ensemble pour qu'il avance. Sinon, personne ne repart. Et c'est aussi la première fois que Frank, donc Steve Carell, rit. C'est une étape qui va annoncer le début du mieux pour lui. C'est vraiment la première fois qu'on le voit un petit peu reprendre vie. Au troisième arrêt, on a le rêve de Richard, le père, le pauvre, qui s'effondre un peu. Et il y a Frank qui revit un trauma alors qu'il sortait tout juste la tête de l'eau.
Puis on a le motel, évidemment, et après ça, plus rien n'est pareil, puisque la famille va connaître les 2 plus gros tournants du film, avec notamment la disparition du grand-père, la mort du grand-père. Voilà, et puis après, il s'arrête à l'hôpital et tout ça, mais ça, c'est un lieu un petit peu moins typique du road movie. Et le road movie n'est rien sans le véhicule qui l'incarne. Et ici, on a un véhicule de caractère quand même, on en a déjà parlé du coup. Justine, redis-nous le nom de ce véhicule. Un combi Volkswagen ? Oui. Je crois, enfin, en fait... Si, mais c'est totalement ça. Un vieux combi Volkswagen jaune poussin. Donc c'est le combi du surfeur californien, du road trip par excellence, du hippie aussi. C'est un choix de véhicule qui rappelle bien sûr toute cette culture en fait du road trip américain et de la liberté. C'est un peu paradoxal pour un véhicule allemand d'ailleurs, mais soit. C'est un véhicule joyeux, ouais, je le catégorise dans les véhicules joyeux dont l'allure ne laisse augurer que du bon. Il est tout rond, le combi, c'est une voiture qui a l'air gentille, je trouve, quand on le regarde. Et vous avez l'impression que vous allez passer des bons moments là-dedans. Il y a cette idée de cocon familial un peu. Complètement. Ils sont tous assis sur des bancs là, ils sont tous un peu Oui. serrés mais pas trop non plus. Et c'est vraiment le lieu où ils sont tous ensemble, dans lequel ils vont vivre des aventures. En plus c'est jaune, genre le jaune c'est pas méchant le jaune, tu vois. Bah oui, c'est joyeux, ouais. Alors ce van, c'est quand même un grand véhicule familial où il y a de la place et qui est en fait le membre de la famille finalement qui peut la faire avancer dans tous les sens du terme. Et comme tous les autres membres de cette famille, il est un peu dysfonctionnel, pour pas dire pourri, mais heureusement qu'il est là parce que oui, en fait, en termes de mise en scène, le van, c'est vraiment un membre de la famille. Il prend carrément vie avec son klaxon. Il fait un peu ses caprices quand même avec les pannes et tout ça. Et on voit même que quand la scène où Dwayne pète un câble et que tout le monde hurle dans la voiture, en fait, il y a le klaxon évidemment qui se déclenche à ce moment-là, qui s'arrête pas et qui s'arrête exactement au même moment où tout le monde s'arrête de crier, quoi. On a aussi une scène où le ton monte entre Richard et Frank et à ce moment-là, ça c'est un truc qu'on voit qu'une seule fois dans le film. Il y a le van qui les secoue dans le cadre. Alors nous, en tant que spectateurs, en fait, on se dit qu'il y a des bosses sur la route, mais en fait, ça commence vraiment au moment où le ton monte et ça s'arrête quand la mère dit stop et que les deux en fait se calment. Donc c'est un peu anecdotique en termes de mise en scène, mais c'est quand même, disons que le véhicule donne vraiment vie à des idées, quoi. Enfin voilà, il est vraiment mis en scène. Ce serait la réaction du véhicule, quoi. Ben ouais, comme si un peu, Ok. ouais, il fait partie de la famille en fait. Mm. Donc quand le ton monte, peut-être que lui aussi il s'énerve, il fait Ouais, des c'est bosses. ça, il participe à la dispute, quoi. Ou il veut Exactement. calmer les gens. Peut-être aussi qu'il veut les calmer. Ce combi, donc, ne peut pas avancer sans la famille entière. Et d'ailleurs, ça, on le voit quand le père essaye de quitter le motel le soir tard. Et en fait, il essaye de pousser et il cale. Et il n'arrive pas à quitter ce parking seul. Alors du coup, il va devoir changer de véhicule pour aller voir son éditeur. Et qu'est-ce qu'il prend ? Est-ce que vous vous souvenez ? Une mobilette. Un scooter ? C'est une mobilette. Ah, c'est une mobilette. Ouais. Une Ok. petite mobilette qui n'a pas l'air d'avancer très vite. Je me suis demandé quand on le voit arriver vers les gamins, moi je pensais qu'ils allaient leur demander la première fois de le pousser. Et en fait, je me suis demandé qu'est-ce qu'il a dit au gamin pour lui prendre sa mobilette. Oui. Est-ce qu'il lui a filé $50 ? Est-ce qu'il a dit En je te la sachant ramène qu'ils dans ont- 2 heures ? Et puis ils ont plus de thunes en plus. C'est un sujet dans le film qu'ils ont plus une thune. Donc est-ce que ouais. Et moi aussi j'ai cru qu'il allait leur demander de pousser au début. Et en fait, pas du tout. Mais donc, du coup, c'est hyper intéressant. Et ça, c'est parce que c'est un road movie, justement. Et les véhicules qu'on choisit sont importants. Et ça, même au-delà du road movie, c'est quelque chose qu'on peut voir de manière vraiment très globale, un peu dans tout le cinéma américain. Ils accordent vraiment une grosse importance. Encore une fois, la voiture, c'est un peu un symbole chez eux. Donc là, il va devoir partir avec sa petite mobilette. Donc, en fait, ça a du sens parce que c'est un véhicule qui est solitaire, qui est plus petit, qui est plus malléable, plus risqué aussi parce qu'il va sur l'autoroute avec. D'ailleurs, on le voit croiser un gros camion, il se fait klaxonner. Et en fait, il l'emprunte pour aller régler une affaire que lui seul peut régler, en fait. Et où il a besoin d'être un peu malin et voilà. Donc là, on a parlé du road movie, du road trip, mais j'en oublierai presque la loose. Attention, parce que quand même, il ne faut pas oublier le nom de cette chronique. Donc, winner et loser, c'est 2 mots qui sont répétés beaucoup dans le film, parce que ce sont les fondations de philosophie
de vie du père de la famille, Richard. T'en parlais, Valentin, tout à l'heure. On a une très belle scène d'ouverture du film où on découvre tous les membres de cette famille vraiment dans leur essence profonde et en quelques secondes, on les cerne tous. La scène d'ouverture, elle est vraiment très bien faite. Tout d'abord, on voit Olive et puis après, on voit le père. Et d'ailleurs, on le voit en conférence pour présenter son programme sur sa théorie justement qui veut que dans la vie, il y ait 2 types de personnes, les winners et les losers. Et en fait, les winners étant seulement des losers qui se sont réveillés au bon moment. Et dans la vie, il vous suffit de refuser de perdre, d'appliquer les 9 étapes et hop, vous êtes un winner. Et c'est pas très convaincant. Et dans le film, personne n'est très convaincu d'ailleurs. Lui-même, je pense qu'il est pas convaincu parce que c'est quand même pas trop un winner. Hein. Et c'est la question que je me suis posée. Au début, j'avais écrit à part Richard lui-même et je me suis dit, mais en fait, je suis même pas sûre qu'il soit très convaincu de ça. Donc, du coup, les Hoover, pour vous, c'est une famille de losers ou de winners, globalement? Bah, à la fin, ils ont trouvé le One Piece, quoi. Ils ont trouvé la win, mais c'est quand même des losers au sens propre du terme. Ouais. Ah, je trouve ça un peu dur. Bah oui, c'est dur. Je trouve ça un peu dur de dire que c'est des losers. C'est une question piège. Enfin, ni l'un ni l'autre. Dans la vie, il n'y a pas de loser, il n'y a pas de winner. Non, en fait, c'est juste une famille de classe moyenne américaine, hyper classique, en fait. Ça, on le voit aussi dans leur mode de vie, en fait, avant de partir pour les road trips et même pendant. Ils font attention à leur argent. Ils mangent les trucs classiques que mangent les familles américaines. Enfin, voilà. Donc, comme toutes les familles, en fait, elle a ses travers, son histoire, ses dysfonctionnalités, évidemment, mais aussi sa tendresse. Et tout ça, en fait, on comprend tout ça en une seule scène. Et c'est la première où tout le monde est réuni, c'est le dîner en famille. Donc vraiment, la première fois qu'on les voit tous ensemble, cette scène, elle est extrêmement bien mise en scène parce qu'en fait, on comprend tout de suite, les enjeux de tout le monde, les personnalités globalement. Elle est très bien faite et pour l'occasion, j'ai appelé cette séquence l'exposition de la loose. Il y a un thème global. C'est la loose, vous l'aurez compris. Donc on a Cheryl, donc la mère, et Frank qui rentrent dans la maison. Et là, en fait, la maison, elle prend toute la place dans le cadre. C'est un décor ultra chargé. Sur les meubles, il y a des photos de famille, des papiers pas rangés, des jouets qui traînent sur le buffet, des jouets qui traînent au sol, des piles de journaux, des livres, des cartons. Vraiment, la mise en scène nous suggère que pour y voir plus clair dans leur vie, peut-être qu'ils n'ont pas d'autre choix que de sortir de là et ensemble. Leurs 2 lieux de vie dans le film, c'est donc la maison puis le van. Donc c'est globalement l'un où on se laisse un peu submergé, où on laisse des quantités de choses en plan. C'est un endroit spacieux où on ne peut qu'essayer de s'éviter. C'est ce qu'ils font, on le voit très bien. Mais en fait, même en essayant de s'éviter, ils finissent par se marcher dessus. Et donc, tout le monde va un peu vite dans cette maison qui est statique. Et l'autre lieu de vie, il est mobile, il est incontrôlable, il est confiné. On ne peut pas s'ignorer dans un espace comme un minivan. Et plus personne ne peut bouger dans un véhicule qui lui, est en constante mouvance. On les voit pas longtemps dans la maison, mais assez pour les voir enfermés dans les lieux, encore une fois par la mise en scène. Ils sont surcadrés dans les ouvertures, dans les pas de porte, dans les couloirs, entre les meubles même. Vraiment, tout les met les uns sur les autres dans le cadre, alors que dans le van, c'est un peu ce que tu disais, on a un peu l'impression que tout le monde a sa place. Ils sont sur leur petit banc, ils sont proches, mais pas les uns sur les autres. Et ils sont toujours aussi à la même place dans le van. Ils changent de place que quand le grand-père décède, mais sinon ils sont assis tout le temps à la même place. Oui, mais dans la vraie vie, c'est comme ça. Dans les familles, qui n'a pas sa place à table. Oui, mais tu vois, les parents, ils auraient pu inverser pour la conduite. Et au moment où elle veut conduire, ils cassent le van. Ouais. Oui, mais parce qu'en plus, au début, on comprend que la mère, elle veut pas le conduire, ce van. Ah bah oui. Elle dit qu'elle n'y arrive pas, avec la boîte Donc mécanique. En fait, c'était prévu, entre guillemets, qu'elle conduise pas le van. Ouais. Quoi. Et il s'est pas laissé conduire, pareil. Boîte manuelle, pardon, j'ai dit mécanique. Enfin, nous-mêmes, en fait, dans une classe, dans la voiture familiale, à table, ou même sur le canapé, on se rend compte qu'on va toujours un peu s'asseoir au même endroit, quoi. Ouais, c'est l'idée de chacun à sa place dans la famille aussi. C'est ça. Ouais, non, mais c'est clairement fait exprès. Ah bah oui. Mais juste, moi, je le regarde d'un œil où, même quand je vais à mon cours de yoga, mon tapis, je le mets toujours au même endroit, quoi. Enfin, on aime bien notre petite place, quoi. Ouais. C'est vrai, je suis le premier à dire que c'est ma place à midi quand je mange avec mes collègues. Voilà, comme Sheldon Cooper. Exactement. C'est ça. La place parfaite. C'est la mieux parce que je vois la porte, mais je suis aussi près de l'autre porte avec la lumière. Mais c'est ça, c'est réfléchi. Ouais.
Et ben malgré l'ambiance familiale pas hyper sympa parce que quand même ils font un peu la gueule et puis voilà, ils s'entendent pas tous très très bien. On ressent quand même profondément que c'est comme dans beaucoup de familles. Comme on vient de dire, c'est un film qui est très réaliste dans son traitement. Et donc, comme dans beaucoup de familles, des fois c'est un peu nul, on aimerait mieux être ailleurs, avec d'autres personnes, mais pour autant, rien n'est méchant, il y a quand même quelque chose qui lie un petit peu les gens entre eux. Le personnage de la mère y est pour beaucoup parce que c'est la seule qui essaye de tout faire pour que tout le monde arrive à marcher ensemble, elle se démène vraiment pour ça. Mais l'élément qui lie émotionnellement tout le monde, c'est pas la mère, c'est Olive. La fille. La petite fille, elle est la fraîcheur scénaristique parce que déjà tout part d'elle, c'est grâce à elle qu'on prend la route pour aller à son concours. Et d'ailleurs, la seule scène où elle n'est pas présente dans le van, donc parce que on va dans le spoil, parce qu'il l'oublie à la station-service, c'est quand même très drôle, la pauvre. C'est donc la seule scène où il manque quelqu'un dans le van et en fait l'ambiance est morose et c'est une ambiance qu'on retrouve pas autrement dans le film à part à ce moment-là où vraiment c'est tendu et vraiment très très lourd. Et puis en fait quand il retourne la chercher, il y a ce plan sur son visage tout souriant. Elle est trop mignonne, elle rafraîchit trop, elle fait même pas la gueule parce qu'on l'a oubliée. Elle est juste trop contente de voir sa famille revenir, quoi. Donc, d'ailleurs, c'est aussi le membre de la famille qu'on envoie pour consoler les autres. Il y a le père qui l'envoie pour consoler Dwayne, il y a Dwayne qui l'envoie pour consoler sa mère. Et à chaque fois, elle y va sans poser de questions. Et les 2 fois, elle a pas besoin de parler pour apaiser tout le monde, en fait. Elle représente vraiment cette naïveté, cette espèce de pureté. D'ailleurs, l'actrice, je trouve elle est super bien dans son rôle, quoi. C'est hyper naturel et convaincant. Et elle est vraiment le contraste parfait de la beauté naturelle d'une enfant, voilà, archi mignonne avec ses petites joues roses et hyper naïve et touchante, avec la sursexualisation et les artifices vraiment ridicules qui sont infligés aux petites candidates qu'on découvre dans la dernière partie du film au concours de beauté. Et tout ça, d'ailleurs, ce petit rayon de soleil qu'est Olive, on le voit dès le repas aussi. J'ai remarqué que c'était le seul plan qui, en termes de colorimétrie dans le repas, ne ressortait pas un peu verdâtre. C'est la seule où on voit vraiment ces petites joues roses. Et alors, ça tient peut-être simplement au teint de sa peau. Comme c'est une enfant, elle a peut-être le teint un petit peu plus, un peu plus rosé. Mais en fait, c'est vraiment le seul plan à table qui paraît, qui a pas cette petite teinte. C'est très léger, mais c'est quand même perceptible quand on fait attention. Donc en fait, le seul loser de la famille, s'il fallait en trouver un, pour vous, ce serait qui ? S'il fallait en trouver un. Moi, bon, après, je sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler, mais pour moi, le personnage qui m'a le moins plu, c'est le grand-père. Okay. Et qui est, je pense, le personnage qui souvent doit le plus plaire. Mais du coup, ça en fait un loser ? Non, ça en fait pas un loser. mais en fait, moi, je me suis vraiment attachée à tous les personnages. Ouais. Mais même si t'es attachée, tu dois bien pouvoir trouver un loser. Moi, spoiler, t'aurais dit que c'était le père ? Pour moi, c'est le père et pour moi, c'est le personnage le plus réussi du film. Et pour moi, c'est le loser de la famille à choisir. Val, t'en penses quoi ? Je suis d'accord dans le sens où c'est lui qui, en plus, vend une méthode pour pas devenir un loser. En fait, c'est vraiment une caricature de lui, ce qu'il vend. Il vend quelque chose à des gens qui sont moins losers que lui, certainement. Très clairement, au début du film, c'est lui le loser. Voire c'est un personnage qui est agaçant. Mais je trouve que au cours du film, il y a vraiment un retournement. Et à la fin, pour moi, c'est pas un loser, quoi. C'est celui qui évolue le plus, en fait, du début à la fin. Pour moi, ça fait pas de doute, ce serait quand même lui, même si, encore une fois, on sait très bien que ces mots-là, ça veut rien dire. Mais en fait, parce que, comme tu disais, Valentin, en fait, il est le seul à donner du sens à ce mot. Vraiment, il passe ses journées un petit peu à raconter plein de conneries de développement personnel que aucun membre de sa famille n'avale. Il saoule tout le monde, il est agaçant, comme tu disais. En vrai, oui, il est agaçant. Et il se sert un peu d'eux aussi comme moyen de démontrer la véracité des points de son programme. Il essaye un peu de faire d'une leçon chaque phrase. Enfin voilà, c'est un peu pénible, mais en fait, on se rend compte que c'est juste un personnage qui veut exister et prouver très probablement plein de choses. Et d'ailleurs, c'est intéressant, tu parlais du personnage du grand-père, mais
donc le père de Richard, qui est quand même un homme un peu dur visiblement, et ça peut peut-être un petit peu expliquer pourquoi son fils a besoin de prouver plein de choses à tout le monde. Mais malgré tout, toutes ces leçons de vie là, un peu débiles, ces phrases un peu toutes faites et tout, ça, je pense que ça lui fait quand même du bien parce qu'il a quand même l'impression d'être bon pour sa famille. Et le plan d'ailleurs où il dit à Olive que oui, ils vont partir pour le concours, il est hyper touchant. Et en fait, tu sens que ce petit discours de motivation, t'es une winneuse et du coup on va y aller, et ben en fait tu sens que profondément lui ça lui fait du bien de dire ça à sa fille et qu'il y croit, que c'est pas juste pour être pénible quoi. Donc finalement la famille connaît plus d'un moment de solidarité dans le film, plus ou moins forcé, on va pas se mentir, mais jusqu'à faire front ensemble à la fin du film lors du concours de Minimis. Le concours d'ailleurs il est à la fois un peu secondaire parce qu'en fait dans les 2 premiers tiers du film on en parle vite fait, juste c'est le motif pour lequel ils partent, mais après on n'en parle pas trop, et en même temps il est absolument essentiel. Déjà il prête son nom au titre du film, mais c'est aussi en fait là-bas que vraiment le film prend tout son sens. Donc la famille fait front ensemble, et donc le fait de monter sur la scène et d'aller péter un câble en direct avec la petite fille et de foutre complètement le Bronx dans cette petite organisation bien huilée de Minimis. C'est un geste qui a du sens pour chacun d'entre eux. Pour des raisons différentes, ils sont là vraiment tous de manière individuelle avec leur propre peur et leur propre vie à gérer. Ils sont tout seuls, mais ils sont tout seuls ensemble et comme dans la vraie vie, quoi. C'était grave intéressant quand tu parlais de la maison. J'ai remarqué un truc dans le film au niveau de la mère et de son frère Frank, du coup. Elle lui donne un verre sur lequel il y a un petit personnage. C'est un espèce de personnage burger. Et c'est exactement le même personnage qu'il y a sur le coussin qu'elle lui a donné. Ah ouais? Et j'ai trouvé qu'il y avait un truc très infantilisant, du coup, juste avec ce personnage. C'est très subtil, c'est genre tu vois vraiment dans un coin d'image, mais c'est le même personnage sur le verre et sur le coussin qu'elle lui donne. J'avais pas remarqué que c'était le même sur le coussin. Ouais. On le voit regarder le verre, en effet, et le coussin, j'avais pas du tout Et on capté. voit le coussin et après le verre, c'est dans ce sens-là. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a un plan sur le verre. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Ah bah oui, ça m'avait complètement échappé. Ah, le sens du détail, on adore. Merci Ninon pour cette chronique de la loose. C'était très intéressant et il y a plein de choses que j'avais pas forcément vues non plus. Donc c'est toujours avec grand plaisir. Pour réagir sur ta chronique, il y a 2-3 trucs qui ont un peu fait tilt dans ma tête sur des choses que j'ai pensé en regardant le film. Notamment quand t'arrives dans le film, ok, tu piges la famille américaine, tout ça, standard et tout. Et en fait, moi, j'ai eu un espèce d'a priori un peu négatif en mode, ouais, ok, d'accord, on va nous servir le cliché d'une famille dysfonctionnelle américaine de classe sociale moyenne avec des parents qui s'entendent plus, un adolescent dépressif, un oncle dont personne ne veut dans la maison et en fait pas du tout. Déjà, il y a aucun personnage qui est un cliché en fait. Et en plus de ça, la famille elle est pas du tout dysfonctionnelle. Pas tant que ça, ouais. Elle l'est pas du enfin moi-même, j'ai trouvé qu'elle l'était vraiment pas, quoi. Et moi, j'ai adoré les personnages de la mère et de la fille. Et en effet, ce côté où, en fait, la mère, elle a porté en fait, toute la famille tout au long du road movie, enfin du voyage, je l'ai vachement ressenti. Et le personnage de la fille, je l'ai vachement aimé. Ben, carrément, il y a vachement d'innocence là-dedans. Et en effet, elle lie vraiment la famille. Enfin, moi, ça m'a un peu fait penser à moi quand j'étais petite et que je voulais faire rigoler toute la fratrie et qu'en fait, c'est un peu ça qui liait la famille finalement. Donc, j'ai vachement aimé le personnage. Et en fait, pareil, le frère, en fait, il est pas tant torturé que ça, quoi. C'est juste un adolescent qui a un rêve et qui se donne les moyens qu'il pense nécessaires pour y accéder. Mais en fait, il est pas, pour moi, il est pas torturé. Et en plus de ça, j'ai vachement aimé la scène où il pète un câble parce que, en effet, son rêve, il s'écroule. Donc, en fait, normal qu'il soit hyper en colère. Mais c'est l'espèce de simplicité qu'il a eu à dire, OK, quand sa sœur est juste venue à côté de lui et dire, bon, bah, OK, on y retourne. Enfin, moi, c'est vraiment une scène qui m'a vraiment fait adorer le personnage. Ouais, bah moi je crois que c'est ma scène préférée du film. Pareil. Et en plus, esthétiquement, elle est hyper jolie.
les couleurs et tout. Enfin, alors pour le coup, moi, la technique, les machins, c'est pas. Enfin, je saurais pas trop dire tout ça, mais c'était un tableau. Enfin, ce plan, c'est clairement un tableau. Oui, dans la composition, ouais, carrément. Avec tout le monde en arrière-plan, bien. Le van, enfin rien n'est laissé au hasard sur cette mise en. Enfin, est-ce que c'est mise en scène, du coup, je sais pas si c'est le terme. Ouais. Enfin, voilà. Et pareil, le père, c'est un personnage vraiment au début qui est grave agaçant. Enfin, moi, c'est marrant, cette famille, ça m'a fait un peu penser, mais du coup, à l'inverse, alors attention, je vais faire une référence cinématographique, mais à la famille dans American Beauty, qui, à l'inverse, est genre une famille vachement qui semble être, à l'inverse, pas du tout dysfonctionnelle, qui est genre hyper au carré et tout, et en fait, ils sont complètement starbés tous. Et du coup, ça m'a plu de m'être fait prendre, en fait. J'ai cru que ça allait être ça, et en fait, c'était pas du tout ça. Et juste, ouais, c'est le grand-père, moi, qui est le personnage qui m'a le moins plu, parce qu'au final, si on devait dire qu'il y a un peu un cliché, c'est un peu son personnage, qui est un peu le cliché. Alors, bon, ça, ouais, c'est le grand-père, ça aurait pu être un autre membre de la famille que le grand-père, mais du mec coolos, qui se drogue, enfin, je l'ai trouvé un petit peu trop facile, quoi, comme personnage. Enfin, je trouvais qu'il manquait un peu de profondeur, même si j'ai quand même, enfin, juste le moment où j'ai trouvé justement un peu de profondeur dans ce personnage, c'est quand il met un peu les espèces de conflits qu'on imagine qu'il a eu avec son fils durant toute sa vie, et qu'en fait, son fils, il va pas bien, à lui aussi, son rêve, il s'est écroulé, en fait. Et en fait, le grand-père, il est là, il le console, et il arrive à dire les mots qui fait que... Certainement, les mots que son fils attendait depuis longtemps. Et en fait, ça m'a fait penser aussi à ça, à ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que c'est peut-être pas pour rien que le fils... Enfin, Richard, on va dire, en fait, il est comme ça, vu le père qu'il a eu, quoi. Et en fait, c'est comme si, ce moment-là, il résolvait un peu leur relation, en sachant que c'est le dernier jour de leur relation, parce qu'en fait, le grand-père, après, il meurt, quoi. Ouais, et c'est pour ça que je trouve le film aussi super doux. C'est que, malgré le fait qu'un des membres de la famille décède, le film garde son ton très doux, parce qu'il y a aussi le grand-père, en fait, qui fait... On lui offre des adieux quand même dans le film, avec cette scène avec son fils qui est hyper belle. Là encore, c'est joué. Le père, j'ai oublié le nom de cet acteur, mais je le trouve trop fort aussi. Il est super subtil aussi. Et puis, bien sûr, les adieux avec Olive. Enfin voilà, quand elle lui demande si elle aussi c'est une loseuse, et qu'il lui dit bien sûr que non. Et puis ça finit par I love you sweetheart, ou un truc comme ça, quoi. On lui offre quand même des adieux à ce grand-père. Donc, mais je suis d'accord que c'est peut-être celui qui me toucherait le moins aussi, à choisir. Après voilà, ouais, un peu plus rustre et tout. Cliché, je sais pas. Pour moi, c'est un peu le personnage qu'on a un peu mis là. C'est le personnage qui va plaire, quoi. Parce que, ouais, c'est le personnage un peu cool. Tout le monde a envie d'avoir un peu... Je sais pas s'il est très cool. Non, mais tu sais... genre, moi, ce film, je l'ai vu avec un pote. Et en fait, à la fin du film, il dit « Ah, je suis dégoûtée que le grand-père, il est mort. En vrai, genre, c'était mon perso préféré, tu vois. » Et en fait, il y a cette espèce de côté subversif. Le grand-père qui prend de la... je sais plus quelle drogue c'est. Enfin, bon, bref, on s'en fiche. Qui demande à son beau gendre de lui acheter du porno. J'ai l'impression qu'on me le sert sur un plateau pour que je dise « Ah, trop cool, le grand-père !» Et donc ça m'a un petit peu agacée. Et en plus, j'ai pas trop aimé le discours qu'il a eu par rapport à son petit-fils. À un moment, dans le voyage, Olive, elle a donc ses écouteurs sur les oreilles, et s'engage une conversation entre tous les autres membres de la famille, donc la petite fille va pas entendre. Et donc, c'est un moment où un petit peu le grand-père, il va jouer un peu la provoque pour clairement énerver son fils, donc Richard. Et puis, donc, il va donc jouer la provoque avec son petit-fils. Et notamment, il va parler de deux choses. Alors, je sais pas exactement dans quel ordre, mais il va parler de drogue, en ayant un discours que je trouvais assez cool. En gros, il dit à son petit-fils de pas prendre de drogue. On lui fait remarquer que lui en prend. Et lui dit ouais, mais en fait, je suis vieux, et quand on est vieux, on peut prendre de la drogue. Et ça se tient. Ouais, ça se tient. Je trouve que... Et en fait, j'ai trouvé ça hyper malin, en fait, parce que du coup, t'as cette espèce de discours qui reste un petit peu quand même provocateur,
parce que, bon, a priori, la drogue, ça fait un peu de la provocation. Ou, du coup, ça va faire réagir le père, donc ça va créer une dispute. Ou Olive, elle va capter qu'il se passe un truc, elle va enlever son casque, elle va dire « vous parlez de quoi ?» Et du coup, le grand-père, il va dire de politique. Et enfin, c'est très drôle, ce moment est très drôle. Et je trouve que ça se suffisait, quoi. Mais juste, voilà, après, donc ça part sur le sexe. Et alors, j'ai aucun problème avec le sexe. Et notamment, le truc des revues porno, moi, j'ai trouvé ça assez malin, en fait. Ça m'a plu dans comment c'était amené et tout. Mais le discours sur... donc, du coup, je vais dire un gros mot, pardon, mais en gros, il dit à son petit-fils... baise des meufs, quoi. Profite de ta jeunesse pour baiser des meufs et tout. Et moi, ça m'a un peu agacée parce que ça sortait un peu de nulle part. Tu connais pas vraiment l'histoire du père, du grand-père, on n'en parle pas avant. On n'est pas censé savoir que, par exemple, il a eu une vie où il a eu une épouse pendant longtemps. On imagine peut-être la mère de Richard, mais en fait, ça s'est jamais amené dans le film avant. Donc, en fait, cette espèce de truc dont il se réalise qu'en fait, il aurait dû baiser des meufs, en fait, ça sort un peu de nulle part. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu gratuit et un peu dommage parce que le subversif, tu pouvais déjà l'avoir avec la drogue. Ou tu pouvais peut-être l'avoir aussi avec le sexe, mais l'amener peut-être autrement. Et moi, ça m'a un peu agacée, parce qu'en plus, comme c'est un peu le personnage un peu cool, du coup, je trouvais que ça a banalisé un peu le fait que, en fait, mon petit-fils prend des meufs comme des objets et baise-les, sachant qu'en plus, une des parties du propos du film, c'est la sexualisation des petites filles et que du coup, j'ai trouvé juste ça un petit peu dommage, le petit agacement. C'est mon petit bémol sur le film. C'est vrai que ça peut faire un peu surenchère, en effet, parce que tout le truc de la drogue et tout, t'as raison, c'est hyper malin comme c'est amené. Et donc, et je suis d'accord avec le fait que ça lui enlève peut-être un petit peu de cool aussi. Ouais, en fait, je suis d'accord avec ce que t'as dit. Assez. J'y avais pas pensé, mais ouais, je suis assez d'accord. J'y avais pas pensé non plus, j'avais tu pas vois. vu comme ça, moi non plus. Ça m'avait pas du tout frappé, mais ouais. Par contre, petite anecdote sur cette scène. Oli, sur le tournage, elle avait vraiment de la musique dans les oreilles pour pas entendre ce que le grand-père disait. Ah, ok. Ils ont veillé à ça, que ce soit dans la bienveillance. Ok. Voilà, ça fait partie des anecdotes du film. Du coup, c'est bien joué 2 fois parce que déjà, ça veut dire que la gamine, elle est vraiment dans son rôle enfin, elle est dans le film en fait. Et puis en plus, ça fait qu'une petite fille de 7 ans on n'entend pas ce genre de propos. des Donc, grossièretés. bien joué, intéressant ça. Et transition parfaite pour passer aux autres anecdotes du film. Oh là là, oui. Il y en a pas mal quand même. C'est un film avec pas mal d'anecdotes et on va parler des thunes. Des sous, parce que le film, il a été écrit depuis 2000 et pendant 5 ans, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché de la thune. Ils ont essayé de trouver 8 millions pour le budget. 8 Ah, millions. C'est du petit budget. 8 millions, c'est coup, rien. Le soi. film, il en a rapporté 100. C'est rentable, on appelle ça. C'est rentable. Le scénariste, donc, il a galéré déjà à faire racheter son scénario. Il a été racheté. On lui a dit merci, c'est bon, au revoir. En fait, après, on l'a rappelé parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Donc, le scénario a été réécrit. Au début, il devait traverser le pays entièrement. Ça coûtait trop cher. On a dit on va le faire au Canada. Non, en fait, le Canada, c'est pas assez américain. Et du coup, c'est pour ça que c'est quand même un petit road trip à l'échelle américaine. Ah, c'est pour ça qu'il ne traverse pas le pays. Ouais. C'est pour ça que je disais que c'était un petit road trip. C'est une question de budget, en fait. C'est une question de budget, tout simplement. Ah, punaise, ok. Autre anecdote qui n'a rien à voir avec les thunes, mais au niveau du casting. Donc, l'oncle, c'est Steve Carell qui a été pris en 3e choix. Oh, incroyable. À la base, ça devait être Bill Murray. Il n'était pas dispo. Donc, ils ont dit bon, on va prendre Robin Williams. Il n'était pas dispo. Et il y avait Steve Carell à ce moment-là, inconnu au bataillon, qui s'est pointé. Et ils ont dit bon, viens Steve, on te prend dans le van. Putain, trop bien. Moi, j'ai vachement aimé le personnage. Ouais, il est trop bien. Et l'interprétation. Imaginez Bill Murray en oncle suicidaire. Ça aurait marché, je pense. Il se serait rapproché d'un truc un peu comme dans Lost in Translation. Je pense que ça aurait pu marcher. C'est Robin Williams, moi, je serais moins convaincue, même si on sait que c'était un très bon comédien et qu'il pouvait jouer plein de choses. Mais je pense qu'il aurait quand même... Robin Williams, il a toujours ce truc un peu... je sais pas comment dire... très gentil, très attendrissant de base. Tu vois, peut-être que il aurait peut-être été plus dans une caricature du pauvre oncle... un peu rejeté, un peu suicidaire. Parce qu'en plus, l'oncle, il est pas attendrissant tout de suite. Non. Un peu comme tous les persos où en fait on est très surpris. C'est-à-dire que au début, on se dit qu'il va être un peu
pédant. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Non, moi je trouve Steve Carell, c'est le meilleur. Du coup, je vois personne d'autre à sa place non plus. Ouais. Je trouve que ça lui va Je très peux bien. De imaginer, toute façon, c'est mais- hyper dur. Une Oui. fois Ouais. que t'as vu t'as vu le film, t'as apprécié le personnage, t'as apprécié l'interprète Ouais. et l'interprétation. Je pense que c'est hyper dur d'imaginer Quelqu'un quelqu'un d'autre. d'autre, en Je fait. suis d'accord. Mais pour moi, Bill Murray, c'est SOS Fantôme, du coup, je le voyais pas en oncle suicidaire. Mais je pense qu'il peut jouer pas mal de trucs, mine de rien, Bill Murray. Le film a été doublé 2 fois en français. Est-ce que vous savez pourquoi? Ils ont raté la première fois, je sais pas. En fait, il a été doublé une fois pour le cinéma et la version DVD et une autre fois pour la télé. Ok. Ça n'a aucun sens, je trouve. de Pourquoi doubler. ils ont fait ça? Il n'y J'ai a pas pas trouvé. d'infos. Il n'y a pas d'infos. Mais du coup, Ok. c'est noté que le film a été doublé 2 fois. Donc j'aimerais bien voir la version télé, juste pour... déjà, je l'ai pas regardé en français, donc faudrait que je le regarde en français. Mais pour voir les différences de voix, les différences de jeu, du coup, des doubleurs. Ouais, de traduction si ça se Aussi, trouve ouais. même. Est-ce que c'est pas pour... Bah non, parce que les comédiens n'étaient pas connus. J'allais dire, tu sais, peut-être pour respecter les voix ciné des doubleurs, mais si c'était pas connu, Ça peut pas être une question de droit ou quelque chose comme ça? probablement que si. Bah, il doit y avoir une raison. Ouais, Ouais. Parce que ça coûte cher de Bah, c'est ça. redoubler un film. C'est ce que j'allais dire, ça coûte de l'argent, donc il y a forcément une bonne raison derrière. C'est très bizarre. Donc si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse fortement. Ah oui. Autre aussi, petite anecdote, dans les bonus du DVD, pour ceux qui aiment encore les DVD comme moi, il y a des fins alternatives. Oh Mon DVD ne possède pas les fins alternatives. Ah non! Je n'ai donc pas pu les voir. Oh la loose! Ah, Alors la là, loose! La loose, mais là, tu viens de me faire, mais c'est horrible ce que tu viens de me faire. Et tu les connais, t'as pu les trouver ailleurs? Non. Oh, mais c'est terrible. Donc il faut trouver ce DVD maintenant. Oui, donc si vous possédez le DVD avec les fins alternatives, vendez-le nous. En plus, il y en a plusieurs, quoi. Apparemment, il y aurait 4 fins alternatives. Punaise. Du coup, quelle fin alternative peut y avoir? Genre, elle gagne le concours? Bah, moi, je propose Non. qu'en commentaire... On écrive chacun notre fin alternative. Ouais, puis même, bah, vous qui écoutez, quoi, proposez... proposez des fins. Qu'est-ce que ça aura pu être, la fin? Après, c'est peut-être pas la fin au sens elle gagne le concours et tout, c'est peut-être juste la petite parce que là ça se finit, ils partent en pétant la barrière du parking. Peut-être que c'est des nuances comme ça, tu vois. C'est peut-être des petites fins comme ça. Je pense pas que c'est des grosses fins scénaristiques. Oh, la qui fin chantent. alternative, où les gars s'arrêtent, payent le péage, repoussent, hop, et repartent. Franchement, ça vaut le coup d'acheter le DVD. Ouais, ça marche aussi. Il y a quand même des chances... Non, pour le coup, s'ils ont vraiment fait des fins différentes pour que ce soit à l'issue du concours, quoi. Ou comment est géré ça, quoi. Ouais, peut-être. Mais ça, d'ailleurs, la gestion du concours, je crois que c'est le truc le plus violent du film pour moi. C'est cette vieille mégère, l'organisatrice là, quand elle dit au père faites descendre votre fille. Je sais même plus si elle dit your daughter ou si elle utilise un mot pas sympa, mais faites descendre votre fille de la scène, quoi. Je trouve elle le dit, mais c'est horrible de parler comme ça d'un enfant et de lui demander de faire ça. Et enfin, je trouve c'est vraiment, pour moi, c'est la phrase la plus violente de tout le film, c'est ça. Ça se trouve, il y a une fin où elle Elle est gentille. Non, elle peut pas s'inscrire. Oh, intéressant. Il est 15h, bye. Et genre, ça finit comme ça. Oh, la fin triste. Quelle Et horreur. en fait, ils vont enterrer le grand-père. Oh non. Oh, j'ai envie de voir les fins. Moi, je veux pas voir ce film. Je pense que forcément, l'intention de la fin, elle doit être la même. Ben oui. Bah oui, il y a un scénariste, C'est sûr. un a grand scénariste. Donc, a en plus. priori, ce serait pas une fin triste. Enfin, il y a un côté où, bon, il y a un mort dans l'histoire quand même, mais c'est censé un peu bien se finir. Enfin, le film est censé s'arrêter et on est content. On va parler d'un truc un peu moins joyeux, c'est le titre du film. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle Little Miss Sunshine? Ben du coup, c'est pas le combi. Je sais ça. C'est pas le combi. En fait, Little Miss Sunshine, c'est le nom d'une petite fille qui faisait pareil des concours de beauté et elle gagnait beaucoup de concours de beauté. Son surnom, c'était Little Miss Sunshine. Cette jeune fille a été assassinée le 25 décembre 1996 par quelqu'un de sa famille, on sait pas trop. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, c'est une histoire extrêmement glauque. Mais du coup, le film s'appelle Little Miss Sunshine en hommage, mais à aucun moment on y fait hommage ou référence. Ce n'est pas écrit dans le générique, c'est pas écrit sur le boîtier. Et du coup, je trouve ça Le subtil. titre. Le titre, mais si tu le sais pas, c'est Mhm. Little Miss Sunshine, quoi. Bien C'est sûr. le nom du Et concours. tu crois que c'est le combi. Voilà. Tu crois que c'est le combi. Si t'es pas très malin. Du coup, je trouve que c'est une belle référence pour ce drame qui a eu lieu.
Voilà pour les anecdotes. J'en ai une dernière aussi, mais ça parle encore de thunes. Mais c'est quand même un peu plus joyeux, tu vas pas nous laisser là-dessus? C'est des thunes, c'est des producteurs qui se battent à acheter les droits de diffusion du film à Sundance. Le film a coûté 8 millions et la Fox a payé 10 millions juste pour pouvoir le diffuser. Ah non. Si. Waouh. Vraiment, le film, ils n'ont pas réussi à le produire, mais quand il est sorti, par contre, c'est vraiment Ah ouais, mais c'est tiroir caisse. Hein. c'est évident quand t'as un truc bon sous les yeux, quoi. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie du podcast, c'est les critiques. Comme vous le savez, je suis un amoureux de Cahiers du cinéma. Et Cahiers du cinéma n'a rien écrit sur Little Miss Sunshine. Ah bah c'est même pas étonnant. Donc j'étais un peu déçu, donc je suis allé fouiller ailleurs sur mon site de critique préféré dénommé Sens Critique, où tout le monde a aimé le film, sauf 5 personnes à peu près. Donc c'est des critiques Écrit- pas professionnelles. Ouais, pas professionnelles. Ouais, ok, d'accord. Spectateur. Donc le film a 7,3 sur 10 sur Sens Critique, donc c'est une bonne note dans Ouais. l'ensemble. Un monsieur qui a dit que le film avait un sujet lourd qui ne faisait pas rire, que c'était un mauvais feel-good movie. Ah, c'est marrant ça. Et je me suis dit, est-ce que Little Miss Sunshine c'est un vrai feel-good movie? Qu'est-ce que c'est un feel-good movie? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc un feel-good movie, ce serait un film que tu regardes et qui est censé te mettre de bonne humeur? La définition de feel good movie, d'après le site de la médiathèque de Pessac, c'est très précis. Donc, c'est un film, comme on dit en québécois, un film de pur bonheur. Vraiment, c'est la définition québécoise, c'est un film de pur bonheur. Et il n'existe pas vraiment de définition officielle, c'est vraiment un film de pur bonheur. C'est les films qui font rire, bouleversent, consolent ou font rêver. C'est des films qui sont régressifs, réconfortants, parfois empreints de nostalgie, avec des émotions qui sont fortes. Voilà, pour la médiathèque de Pessac, c'est un feel-good movie. Je suis pas sûre du coup. Alors selon cette définition, je sais pas. Bah un peu quand même. Ouais, un peu. En Oui, vrai, un peu. comme tu dis, il y a de la fraîcheur amenée par Olive. Oui, carrément. Franchement, dans le film, il y a clairement un peu du drame. Alors, du coup, drame, c'était peut-être pas dans la finition, mais quand t'as parlé de nostalgie, ça m'a un peu fait penser à ça. Et en vrai, on sourit. Est-ce qu'on rit? Je suis pas sûre d'avoir... Ouais, peut-être que j'ai quand même eu un éclat ou deux. En tout cas, j'ai souri. Alors moi, j'ai ri aux larmes devant ce film Ah, quand voilà. je l'ai vu pour la première fois. En fait, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai un peu pleuré. Mais c'est la scène où Dwayne pète un câble avec le grand fuck. Je crois que c'est ça. Et la scène d'après, donc ils remontent en voiture et c'est quand ils approchent de l'hôtel où il y a le concours, où ils ratent la sortie avec le klaxon qui... Ça, Et là, t'as pleuré. Et là, j'ai pleuré, mais de rire. En fait, je pense de que rire. tu vois, j'étais encore dans le truc de la scène d'avant qui m'a bousculé de ouf, où j'ai eu les larmes aux yeux. Et la scène suivante, c'est ça. Et en fait, ça m'a terminé, quoi. Et là, j'ai pleuré, mais de rire. J'étais morte de rire devant le klaxon du truc, là. Donc, feel good, je sais pas, c'est fort en émotion, en tout cas. Il est fort. Mais si, en même temps, tu te sens bien. Si on prend l'expression québécoise, un film De pur bonheur, ça fonctionne. Ouais. Ben, ouais. C'est pas que du bonheur non plus, il y a des trucs quand même vachement profonds aussi. Ouais, mais c'est solaire, c'est lumineux. Oui, carrément. c'est- C'est doux. Ouais, franchement, je dirais ouais. Allez, moi, oui, c'est un oui. Donc, mais la critique disait que c'était un mauvais. Ouais, un mauvais feel-good movie. Et donc là, je suis pas d'accord, du coup, puisque j'ai l'impression que il coche les cases. Moi, je l'avais pas vu à la base comme un film un feel-good movie. Pour moi, c'était un road movie, je pense, comme beaucoup. Et du Ouais. coup, je suis assez d'accord que c'est un film de pur bonheur. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Du coup, je ne suis pas d'accord avec la critique de ce monsieur. Je trouve que, déjà, j'étais pas d'accord parce que je pense que c'est un bon film, clairement. Déjà. Mais c'est quand même un bon feel-good movie et tu sors heureux après ce film. Oui, Ouais, mais oui, c'est vrai. c'est pour ça. Ouais, Voilà. non, mais si, c'en est un. Puis moi, je pourrais le regarder à peu près n'importe quand, que t'as le moral ou pas. Je pense que ça te fait quand même du bien. Donc, ouais, je pense que oui. Ensuite, j'ai trouvé une critique de 2006, donc quand le film est sorti, sur Écran Large. Et Écran Large n'a pas aimé le film. Je vais vous citer des petits passages. Le duo de réalisateurs qu'on a envie d'applaudir des deux mains quand il nous sert sur un plateau des instants de comédie pure déçoit la seconde d'après par des dialogues trop sérieux et démonstratifs qui minent le film par un excès de bons sentiments. Bon, je suis pas d'accord. Non, pas d'accord. Sur le bon sentiment, justement, je suis pas d'accord, quoi. Parce qu'en fait, je trouve qu'il est empreint de sincérité, ce film. Moi, je trouve qu'ils sont passés à côté du film, puisque les dialogues, qui pour eux sont trop sérieux et démonstratifs, c'est ce qui fait vraiment la comédie du film, je trouve. Certains dialogues, ils sont beaucoup plus drôles que certains passages expressifs. Ah oui. Mais non, moi, je le trouve trop subtil pour dire ça, au contraire.
Et le truc du bon sentiment, je pense qu'ils confondent ça avec justement le fait qu'il soit hyper solaire, comme tu dis. Et non, parce que je trouve pas que la famille se fasse de fleurs particulièrement tout le long du film. J'ai pas du tout cette sensation. C'est hyper réaliste d'une famille juste... comment dire... juste, des fois, c'est un peu nul. Ils aimeraient bien être ailleurs, quoi. Mais en même temps, oui, c'est pas une famille trash. Si tu t'attends à ça, non, c'est pas le cas non plus. On n'est pas d'accord, a priori. A priori, ouais, je pense qu'on est plutôt pas d'accord. Parce que des fois, t'as des trucs un peu mièvres. C'est comme ça qu'on dit, nièvre. Oh, mièvre. Un peu mièvre, voilà. Dans le film là, non, c'est pas le Moi, cas. je trouve Des fois, ça, tu ouais. peux trouver des films un peu comme ça. Des téléfilms, par exemple. Allez, typiquement. Là, non, carrément pas. Mais parce qu'en plus, ils en font pas trop. Mais Tu non. vois, par exemple, ils auraient pu tomber dans cet écueil, notamment les scènes dont on a parlé plus tôt, la scène où le grand-père réconforte son fils, Richard, ou même la scène à l'hôpital. Ils auraient pu tomber un peu dans ce truc. Moi, je trouve pas du tout. Franchement, je trouve que c'est... plutôt le mot qui me serait venu, c'est de la sincérité, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est le mot, je pense, c'est un bon mot pour définir le film, sincérité. Ouais, et moi je crois que ça fait partie des réactions que j'ai eues à chaud aussi, c'est que en effet le film il en fait pas trop, jamais. Et tu prends l'exemple de l'hôpital, c'est un trop bon exemple parce que c'est le décès du père du personnage, voilà. Il pourrait pleurer, il pourrait taper dans des trucs et tout comme on l'a vu dans plein de films, et en fait il est super soft et je trouve parce que c'est très réaliste encore une fois, même quand on vit le deuil de quelqu'un et tout, c'est pas forcément comme dans les films où on se met à tout casser, quoi. Je crois qu'il y a un truc, super réaliste. On n'est pas d'accord avec cette critique. J'étais pas d'accord avec beaucoup de critiques que j'ai lues négatives. J'ai lu que des critiques négatives et j'étais souvent pas d'accord avec beaucoup de critiques sur le film. Ouais, c'est pas que le film est parfait, mais les arguments sont pas les bons, là. On n'a pas du tout parlé, finalement, c'est fou. On a parlé que du chemin, mais on n'a pas parlé du concours de beauté. On n'a pas parlé du spectacle. Et c'est ce que je disais, il est à la fois essentiel et un peu secondaire. Mais on peut parler du concours de beauté, parce que quelle scène, quand même. On peut finir là-dessus, ouais. Moi, il m'a mis très mal à l'aise, voilà. Ouais, globalement, ouais. Très mal à l'aise, à chaque fois que je le vois, je me dis, oh là là, c'est horrible. Et en même temps, le père, il a une attitude que j'arrive jamais vraiment à déterminer, c'est est-ce il sait que sa fille, elle est entre guillemets nulle et qu'elle va perdre, ou alors il est mal à l'aise de ce qu'il voit. Mais les deux. Mais clairement, c'est les deux. C'est les deux. Et du coup, ça me met encore plus mal à l'aise pour lui, pour elle, pour le gars à qui il a accès à côté d'un gars. On sait très bien pourquoi il est là. C'est pas la même raison que lui. Et du coup, c'est horrible. Enfin, moi, elle me met vraiment très mal à l'aise, la scène finale. Moi, elle m'a un peu perturbée aussi parce qu'en fait, clairement, il y a une critique du concours de beauté. Et notamment, en fait, quand Olive, elle arrive et qu'elle est au milieu de toutes ses filles, finalement, c'est la plus normale. C'est la plus jolie aussi, surtout. Toutes les autres sont... c'est comme des poupées. Et en fait, elles sont tellement pimpées qu'elles en sont même plus humaines. Et finalement, Olive, elle est toute mignonne au milieu des autres. Donc en fait, clairement, moi, je le prends comme une critique de... tu sensualises, sexualises des enfants avec des attributs où ça ne marche pas du tout. Et en plus, concours de beauté qui est la plus belle, quoi. C'est quand même assez discutable comme sujet. Et à côté de ça, le spectacle d'Olive... en fait, il est vachement malaisant. Il sexualise du coup vachement la gamine, qui est quand même en train de faire un striptease. Et je me suis beaucoup demandé... Moi, de prime abord, je me suis dit, c'est dommage. Est-ce que ça aurait pu être autrement ? Est-ce qu'on aurait pu critiquer le concours de beauté autrement qu'avec cette chorégraphie complètement what the fuck, en plus qui a été imaginée par le grand-père. Ouais, c'est raccord avec ce qu'il lui pense. Et du coup, c'est quand même... c'est vraiment malaisant. Et moi, de prime abord, je me suis dit, ok, je comprends pas pourquoi ils sont allés là-dedans. Mais il fallait un moyen de faire en sorte que le concours déraille, que tout le monde se retrouve sur scène. Est-ce que c'était le seul moyen ? Je sais pas. Moi, depuis hier, je cherche comment ils auraient pu faire autre chose. Et du coup, pas qu'il y ait ce truc un peu malaisant. Et en fait, tu critiques un truc, mais... Enfin, je sais pas si je suis très claire. Moi, c'est le truc que je trouve génial, en fait. C'est que du coup, on te montre que des petites gamines sursexualisées, vraiment. Et Olive, elle arrive avec un truc où elle fait clairement un striptease, en effet. Mais où, en fait, moi, je trouve que la façon dont elle le fait...
je trouve pas que ce soit sexualisé, franchement. Je trouve que ces gestes, tu vois, elle bouge un peu, elle est un peu gauche et tout. Enfin, je trouve au final que avec la musique, le fait que ce soit un striptease et tout, le grand-père, il lui ait concocté un truc complètement what the fuck et inapproprié. Et au final, c'est quand même moins inapproprié que de foutre des fossiles énormes à des pauvres gosses qui ont la plupart du temps rien demandé parce qu'elles sont même pas en âge de savoir si elles aiment bien faire ça ou pas. Tu vois, et au final, en fait, c'est moins scandaleux de se faire mettre une espèce de petite auto-fessée, mais voilà, comme on pourrait voir dans un cartoon, quoi, plutôt que de faire ça à des gosses, tu vois, où pour le coup, elles sont en petit crop top, où elles se déhanchent et tout. Et là, c'est très gênant. Les crop tops. J'adore les crop tops, j'ai aucun problème avec ça. Pas sur des enfants de 4 ans, en revanche. Mais en fait, je te rejoins vachement En plus, ce qui dérange les organisateurs du concours... Et qui nous dérange, ça nous va aussi, être quand Olive. on regarde. Oui, c'est ça. Et ça va... Donc, en fait, il y a un peu un pied de nez au système des concours de beauté et tout. Mais en fait, le truc, c'est que de prime abord à chaud, je me suis dit, OK, ce spectacle de Olive dessert le propos. Et... en ayant digéré tout ça là depuis un jour et en y repensant, et même avec ce que t'as dit, Ninon, en fait, finalement, je me dis qu'il sert le propos. Mais pour moi, carrément. Voilà. Et mais en plus, j'ai eu besoin un peu de le digérer pour c'est vrai qu'au début, tu comprends pas trop ce qu'elle fait. Et en fait, c'est aussi tout le truc du film où personne ne sait ce qu'elle va faire, personne ne connaît ses tenues parce que c'est son grand-père qui a tout concocté avec elle. Même sa mère, elle sait pas ce qu'elle va faire et tout. Et du coup, en fait, tu t'attends vachement... Enfin, tu sais pas ce qu'elle va faire, la petite. Ça se trouve, le film hollywoodien de base nous aurait montré un putain de numéro super bien chiadé où la petite gosse, en fait, elle écrase tout le monde, elle est trop forte. Et donc, en fait, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu dis, ça va être un petit truc quand même mignon parce que la gosse, elle est super chou et tout. Et en fait, elle te sort le striptease sur Super Freak, là. Et oui, c'est normal. Je pense que le spectateur, il a un temps de... Attends, mais qu'est-ce qu'ils nous font là, au-delà de... que fait Olive sur cette scène, c'est attends, dans le film là, pourquoi on nous met ça, genre pourquoi les réals ils font ça là maintenant, c'est trop bizarre. Et oui, c'est gênant, c'est carrément gênant, mais pour moi ça sert de ouf. Pour moi, on peut pas l'enlever pour un point que vous avez pas évoqué, c'est le grand-père qui a inventé entre guillemets cette danse, qui lui a appris. Et si elle fait une danse entre guillemets pas un striptease, et ben en fait ça enlève tout le personnage du grand-père jusqu'à la fin. Ça lui ressemble beaucoup aussi en fait. Et à la fin, moi, il y a un truc que j'adore, c'est que la petite, elle fait un mouvement de danse où elle a les mains derrière la tête et elle bouge les coudes un peu en mode papillon. Et le père, donc quand le père se retrouve sur scène et qu'il commence à danser, il fait le même truc. Et en fait, il y a quelques mouvements qu'il fait comme Olive. Et moi, j'aime trop penser que peut-être son père, il lui a appris ces mouvements de danse-là, parce que c'est quand même son père qui a appris ça à Olive. Et peut-être que lui aussi, quand il était petit... ça se trouve, à un moment, il a dansé comme ça. Et en fait, c'est pas du tout avéré, j'en sais rien. Mais j'aime trop penser ça parce que... l'héritage de la famille, quoi. Ouais, voilà, des mouvements de danse un peu what the fuck. Non, mais voilà, moi, j'aime bien penser ça parce que je trouve que le comédien prend un truc hyper naturel à faire les mêmes trucs. Alors que la séquence ne paraît pas chorégraphiée. Quand le grand frère il arrive et tout, il fait pas du tout pareil. L'oncle non plus, la mère non plus. Il y a que lui qui prend un peu les mêmes attitudes qu'Olive. Et moi, je suis sûre que c'est un peu la patte du grand-père, quoi, dans les deux. Parce que c'est les deux personnes, au final, pour qui il comptait vraiment. Le grand-père, il avait de l'affection vraiment que pour ces deux-là. Son fils et sa petite-fille. Les autres, en vrai, c'était un peu plus secondaire, quoi. En tout cas, on l'exploite pas, je veux dire. Ouais. Parce que c'est un peu dur pour le petit-fils. Mais oui. En tout cas, c'est pas pareil. Enfin, la relation j'en parlais plus tôt. Hein. C'est seulement qu'il lui donne des... je suis en train de faire des guillemets. Conseils. Pour profiter de la vie. On en a donc fini avec Little Miss Sunshine pour ce podcast. Donc, comme on a dit, c'est un film qu'il faut voir et revoir. Je vous propose la dernière minute du prochain épisode, qui est un grand film aussi. Donc, une femme fait coucou à une ambulance qui part avec les gyrophares allumés. Deux hommes de dos se retournent. Ils font coucou à la femme et l'appellent par son prénom. Elle leur répond par un coucou à son tour. Là, on a un plan plus large qui nous montre qu'ils sont en fait face à face, à peine 1 mètre de distance. Ils sont vraiment collés en fait. La femme leur propose de les inviter au restaurant. Un des hommes dit qu'il partage la note. Elle, clairement, elle n'insiste pas. Et là, ils continuent toujours de se faire coucou en rigolant, en parlant du restaurant. Puis à un moment, ils baissent les bras et ils partent en discutant. Un des hommes fait une référence à un des événements qui a eu lieu pendant le film. Et le deuxième homme propose avec joie, il est vraiment très heureux de dire moi j'aimerais bien manger chinois. Et les deux autres lui répondent non, italien, définitivement italien. Et là, c'est le générique de fin. Quel est donc ce film ?
Déjà, c'est génial. Donc, ça sera le film du prochain épisode qu'on vous laissera découvrir. Est-ce que tu as une idée, Justine? J'ai pas deviné. T'as pas deviné? J'ai pas deviné. Tu vas être obligé d'écouter le prochain épisode alors. Ouais. Dommage. Mais certainement qu'il me donnera envie de voir un nouveau film. Avec plaisir. Et pas pour rien. Merci beaucoup de ta venue. J'espère que tu as passé un bon moment. Eh ben, merci à vous de m'avoir reçu et de m'avoir donné l'opportunité de discuter. Et moi, j'ai passé un super moment. C'était hyper cool. Et j'espère qu'on te reverra peut-être dans un futur épisode. Écoute. Avec plaisir. Ninon, merci pour tes chroniques avisées. Oh là là, mais de rien. C'est un plaisir. Toujours un plaisir. On se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode sur ce fameux film mystère. Et puis, vous pouvez toujours nous retrouver sur YouTube et sur les autres plateformes sur lesquelles on est disponible. À bientôt!